Tout le monde le prend pour un clochard raté, mais il se révèle être un dieu de la guerre millénaire après avoir été sauvé par une jeune fille. Yato, il a l'air d'un sans-abri lambda, toujours dans le même survêtement, vous savez, le genre qui a vu des jours meilleurs. C'est un dieu auto-proclamé des petits boulots, qui vante un service rapide, abordable et fiable dans tous les domaines, du nettoyage de moisissures sur les carreaux de salle de bain à la recherche de chats perdus. Mais ça, c'est juste une facette de sa vie. L'autre, c'est la chasse aux fantômes née des émotions négatives des humains. En réalité, c'est un dieu mineur sans sanctuaire qui rêve de devenir le plus grand de tous les dieux du Japon, mais son chemin est semé d'embûches. Un jour, Yato se trouve dans une école où les émotions négatives des examens ont créé un fantôme géant en forme de serpent. Il ordonne à sa servante de se transformer en son arme divine pour éliminer le fantôme. Yato bondit vers la créature et la femme se change en dague, se posant dans sa main. Il tripote la dague, l'enchante de son pouvoir divin, puis tranche le fantôme, le purifiant d'un seul coup. Il prend une pose stylée après avoir éliminé le fantôme, mais la femme lui rappelle de la rendre normale. Elle se plaint de puer des mains moites de Yato et anéantit son estime de soi en un clin d'œil. C'est pas très sympa ça. Elle lui lâche ensuite une autre bombe en déclarant son intention de cesser de travailler avec lui. Yato tente de la convaincre de rester, mais elle hurle qu'elle ne peut pas rester avec un pauvre dieu mineur sans le moindre sanctuaire. Elle sort le plus vieux tour de femme et pleure à chaudes larmes, et Yato décide d'accepter son souhait avant d'être accusé d'être un harceleur. La femme s'enfuit en taquinant Yato, qui lui crie de ne pas revenir le voir quand il sera devenu un dieu parmi les dieux, un vrai de vrai. Plus tard, il laisse ses coordonnées sur des biens publics pour que les gens puissent le contacter pour des petits boulots. Soudain, il reçoit un appel concernant un chat disparu et accepte la mission. Il cherche le chat au marché, ignorant que son destin est sur le point de s'entremêler avec celui d'une fille, regardant l'affiche du même chat disparu. La collégienne Iori Iki est une fan d'arts martiaux qui a des frissons en voyant Baki. Elle continue de parler avec ses amis en rentrant de l'école, et quand Yato passe devant elle, elle semble remarquer quelque chose de spécial chez lui, un je ne sais quoi. Elle ne peut pas le quitter des yeux, et quand Yato aperçoit le chat disparu et court après, elle le pousse pour le sauver du cousin de Truck-kun, Bus-kun. Yato n'est pas percuté par le bus, et même si Iori prend le choc, elle n'est pas Ishikade, loin de là. Alors que tout le monde se rassemble autour du bus, Iori fait la morale à Yato, lui disant qu'il aurait pu mourir pour avoir été si imprudent. Cependant, il la pointe vers le bus, et elle est stupéfaite de voir son propre corps gisant devant le véhicule. Iori se réveille bientôt dans son corps, avec ses amis et ses parents à son chevet à l'hôpital. Son père conclut qu'elle a de la chance que Truck-kun n'était pas de service, et qu'elle n'a eu que quelques égratignures. Iori s'inquiète plus du garçon qu'elle a sauvé du bus, et son père lui fait passer un test de schizophrénie, juste au cas où. Ses amis ne se souviennent pas non plus d'avoir vu qui que ce soit, et Iori s'endort en essayant de les convaincre qu'elle a sauvé une vie. La nuit, elle se réveille, entend les pleurs de tous les gens de l'hôpital, et sent leurs émotions négatives affluer en elle. Elle est trop confuse quand les 12 coups de minuit sonnent et que Yato sort de sous sa couverture, lui demandant si elle entend les voix de l'au-delà. Iori est effrayée et devient une chatte sauvage, mais elle reconnaît ensuite Yato de l'accident. Il la remercie de l'avoir sauvée, affirmant qu'elle était la première humaine à avoir essayé de sauver un dieu comme lui. Iori appelle immédiatement le 17 pour signaler une évasion de l'asile de Floride, mais Yato l'assure qu'il est un vrai dieu et lui dit son nom qu'elle n'a jamais entendu auparavant. Yato est blessé, mais il raconte à la fille son rêve de devenir une méga star avec des millions de followers. Il lui demande ensuite son nom et lui dit qu'ils sont quittes maintenant puisqu'il s'est assuré qu'elle allait bien. Il saute par la fenêtre et Iori essaie de l'arrêter, mais elle s'endort en l'appelant. Elle reprend vite sa vie normale, mais s'endort n'importe où sans prévenir. Le souvenir de Yato s'estompe vraiment et elle essaie de rassembler des indices pour se souvenir de lui. En rentrant chez elle, elle remarque l'affiche du chat disparu et se rappelle que Yato le poursuivait, alors elle décide de chercher le chat pour le retrouver. Elle se sent étourdie en poursuivant le chat et devient presque Catwoman elle-même, mais elle sent alors une bonne odeur. C'est Yato qui tient de l'herbe à chat pour trouver le chat disparu. Il trouve le chat qui a peur de quelque chose et court immédiatement vers lui. Tandis que Yato réconforte le chat, il entend des voix de fantômes et des fantômes globes oculaires apparaissent tout autour de lui, disant qu'il sent bon. Il l'encercle de toutes parts et l'attaque, et même s'ils ne sont que de la chair à canon, Yato ne peut pas les combattre sans son arme divine. Alors il s'enfuit avec le chat. Il arrive dans un champ où un fantôme crapaud géant l'affronte. Yato le repousse d'un coup de pied, puis court vers lui, appelant son arme divine, car il avait oublié qu'elle avait démissionné. Il le réalise trop tard et est sur le point de se faire fesser par le crapaud quand soudain Iori arrive et l'emmène. Yato remarque sa queue de chat et se demande ce qui se passe, mais il n'y a pas le temps pour ça car le crapaud arrive devant eux et les attaque avec sa langue. Après avoir esquivé son attaque un moment, Iori se sent audacieuse et se précipite vers lui, mais le crapaud attrape sa jambe. Cependant, elle se souvient de son mouvement d'arts martiaux préféré à utiliser dans ce cas et envoie le crapaud voler d'un coup de pied.
Yato est choqué et Iori est folle de joie de sa performance, donnant au crapaud le temps de récupérer et d'attaquer. Yato sauve Iori et la prend dans ses bras en s'enfuyant du fantôme. Une fois sans zone sûre, il se demande comment la même fille l'a sauvé 2 fois. Tandis que Iori répond à propos de leur rencontre précédente, c'est alors qu'elle remarque sa queue et Iori lui dit que son âme a glissé hors de son corps, qui gît inconscient par-dessus la clôture. La fille panique et lui demande si elle est soit morte, mais il lui dit qu'elle va toujours bien. C'est alors que l'âme de Iori retourne dans son corps, fusionnant à nouveau avec lui. Yato ramène ensuite le chat chez lui avant de ramener Iori chez elle. Elle se réveille bientôt et réalise que quelque chose sent bon, mais quand elle comprend que Yato la porte, elle le frappe et le traite de pervers. Elle descend de son dos et commence alors à paniquer d'être loin de son corps. C'est une situation délicate. Yato lui dit qu'à cause de l'accident de bus, son âme semble déplacée et qu'elle est maintenant coincée entre le monde des vivants et l'au-delà. Il explique qu'en ce moment, Iori est comme le chat de Schrödinger, étant à la fois humaine et fantôme. Iori panique et demande à Yato si elle restera comme ça pour toujours, et il lui demande d'accepter cela comme sa nouvelle réalité. Elle ne peut pas l'accepter et le supplie de faire quelque chose puisqu'il est un dieu. Yato lui dit qu'elle doit le payer pour ça et tend la main. Iori est effrayé, pensant qu'il veut 5 millions, mais tout ce dont il a besoin, c'est 5 centimes. Iori est choqué d'apprendre aussi vite que ses tarifs sont si bas, mais elle lui donne quand même les 5 centimes, et il accepte son argent et ses requêtes, disant que leurs destins sont liés maintenant. Peu après, Iori commence à tomber n'importe où, et maintenant, elle peut aussi voir des fantômes, allant de minuscules flocons inoffensifs à de gigantesques machines à tuer. Un jour, alors qu'elle s'endort en se changeant pour le cours de sport, elle décide d'explorer la ville avec son corps spirituel. Elle s'amuse à explorer le territoire des pigeons quand elle voit un groupe de fantômes serpents géants. Elle est effrayée par ces créatures et se souvient de ce que Yato lui a appris à leur sujet. Ils étaient tous des résidents de l'au-delà, créés à partir des émotions négatives des humains et venaient de toutes sortes et de toutes tailles. Seuls les nourrissons, les animaux et ceux qui vivent entre le royaume des mortels et l'au-delà, comme elle et les dieux, peuvent les voir. En parlant de Yato, elle se souvient qu'il ne l'a pas contacté depuis qu'il a pris son argent et l'appelle alors qu'il est occupé à laisser ses coordonnées sur un train en marche. Cependant, à son appel, il se téléporte juste à côté d'elle et l'assure qu'il fera son travail pour elle. Alors que quelques passants pensent que Trukun parle toute seule, elle demande à Yato en quoi il est différent des fantômes. Il prétend être un résident de l'au-delà, un dieu de la guerre né d'une prière. Iori n'est pas si impressionné par ses grands discours, et il lui fait remarquer qu'elle a encore quitté son corps. Alors qu'elle panique, Yato lui dit de se méfier des fantômes maléfiques qui essaieront de la corrompre et de lui faire franchir les limites pour devenir complètement comme eux. Iori est un peu tendue en entendant cela et dit à Yato de la guérir immédiatement ou de lui rendre son argent. Elle le traite d'inutile, blessant ses sentiments de flocon de neige, mais il accepte qu'il est vraiment inutile en ce moment car il n'a pas d'arme divine, un esprit humain qui devient une arme entre les mains d'un dieu. Iori est choquée d'apprendre cela, mais Yato reçoit alors un appel et part faire un travail, laissant la fille seule. Elle se demande comment elle peut forcer le dieu inutile à travailler plus vite quand elle s'inspire de son artiste martial préféré et décide de prendre son destin en main. Elle commence à chercher une arme divine pour Yato, mais tous les fantômes qu'elle contacte s'enfuient d'elle. Soudain, elle voit une tempête d'émotions négatives à un autre endroit et s'y précipite, espérant trouver quelqu'un prêt à travailler avec elle. Pendant ce temps, celui pour qui elle travaille si dur nettoie des moisissures et répare des robinets qui fuient pour 5 centimes. Alors qu'il boit la bière que son client lui a donnée en pourboire, Yato se demande quoi faire de la requête d'Iori quand il reçoit un appel d'elle, disant qu'elle lui a trouvé une arme divine. Yato se téléporte vers elle et découvre qu'elle a trouvé un démon, araignée, géant comme candidate pour son arme divine. Il fait pipi dans son pantalon et s'enfuit avec Iori, lui demandant si elle est si stupide qu'elle ne peut pas faire la différence entre les esprits normaux et les fantômes maléfiques. L'araignée les poursuit et au milieu de la course, Iori glisse hors de son corps. Cela s'avère être une bonne chose car sous sa forme spirituelle, elle peut accomplir des exploits dignes de Spider-Man avec une facilité déconcertante. Elle esquive l'attaque de l'araignée et se prépare à lui donner un coup de pied au visage quand Yato lui tire la queue et elle a l'impression que tous ses nerfs ont été stimulés d'un coup. Il la sauve d'être mangée par l'araignée fantôme mais se fait mordre la main à la place. Il réussit à lui casser une dent puis emmène Iori, stupéfaite, en sécurité. Alors qu'ils font une pause, Iori remarque que la main de Yato a une étrange décoloration. Il appelle ça la corruption, qui arrive quand un dieu entre en contact avec un esprit impur et dit à Iori de ne pas le toucher ou ça se propagera. Après cela, il lui dit que sa queue est le cordon ombilical qui connecte sa forme spirituelle à son corps, et si elle est coupée, elle ne pourra plus jamais redevenir humaine. C'est alors que l'araignée fantôme les attaque, et alors qu'ils courent, Iori se plaint qu'elle veut être un fantôme sans fil. Il lui dit de se taire et de ne pas essayer de combattre les fantômes parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Il lui dit qu'il trouvera une arme divine tout seul quand il aperçoit un candidat potentiel au loin. Avec l'incroyable fonction de super zoom dans ses yeux, Yato repère un pur esprit humain appartenant à un adolescent et pense qu'il fera l'affaire.
Il court vers l'esprit perdu et utilise son pouvoir divin pour établir un contrat avec lui, lui donnant un nom et une place à ses côtés. Il le nomme Yuki, et le contrat est terminé juste avec ça. Yato appelle l'esprit à son aide, et il se transforme en épée sans poignée, et Yato voit toute l'histoire de la vie du garçon qui est devenu son arme divine. Il se sent étourdi en la voyant, et profitant de cette chance, l'araignée fantôme l'engloutit. Mais ce fut une grosse erreur car Yato éveille ses pouvoirs dans son ventre et les déchiquette de l'intérieur. Après avoir purifié le fantôme, il tombe au sol et commence à pleurer sur la vie douloureuse de son nouveau partenaire. Plus tard, il se rend au sanctuaire d'un autre dieu et utilise l'eau bénite pour traiter sa corruption, tandis que Iori vient en courant vers lui dans son vrai corps. Elle loue l'épée et puis Yato lui montre la vraie forme de l'épée en la transformant en garçon. Elle panique en le voyant, et même le garçon nommé Yuki est trop stupéfait pour tout assimiler. Il réalise alors soudain qu'il fait froid, et Yato enlève sa veste pour la lui donner en se présentant comme son nouveau maître. Cependant, Yuki se réveille et montre de la violence, disant à Yato que sa veste pue la sueur. Il accepte volontiers l'écharpe d'Iori, puis exige d'aller quelque part au chaud, mais Yato est trop stupéfait par l'insulte qu'il vient de recevoir. Bientôt, Yuki apprend qu'il a gagné le gros lot de la malchance en devenant l'arme divine de Yato. Son maître cherche des vêtements et de la nourriture dans les poubelles, puis s'attend à ce qu'il l'adore et le serve bien. Comme ils n'ont pas d'argent, Yato demande à Iori de leur offrir quelque chose. Yuki lui rend son écharpe assez rudement et s'endort juste au moment où la serveuse vient prendre la commande d'Iori. Cependant, alors que Yato l'appelle, elle les remarque soudain, lui et Yuki, et se demande d'où ils viennent de surgir. Iori est confuse aussi, et Yato lui dit que les dieux ne sont pas invisibles aux humains, mais qu'ils sont à peine perceptibles, un peu comme vous l'êtes tous pour vos crushs. Il affirme que tant qu'il n'est pas remarqué, ils se font dans le décor, et quand les gens s'éloignent de lui, ils oublient de l'avoir rencontré. Après cela, Yato et Yuki se goinfrent du festin d'Iori et elle est dégoûtée par ça. Plus tard, alors que Yato demande à la serveuse des sucreries gratuites, Iori et Yuki se présentent l'un à l'autre et se lient d'amitié grâce à leur aversion mutuelle pour le dieu raté. Iori veut en savoir plus sur la vie de Yuki, mais ses souvenirs de sa vie humaine ont été effacés, même s'il sait qu'il est mort. C'est alors qu'un chat arrive et il commence à jouer avec lui. Quand Yuki regarde bien Iori, il commence à avoir des pensées perverses à son sujet. Yato sort du restaurant juste à ce moment-là et un frisson lui parcourt l'échine. Il fait la morale à Yuki sur ses pensées coquines car un dieu et son arme divine partagent l'esprit et le corps et il peut sentir toutes ses pensées maléfiques. Yuki feint l'ignorance et commence à se quereller avec Yato quand il reçoit un appel pour un travail et décide de partir toutes de suite. Iori ne veut pas qu'ils partent sans parler de son travail d'abord, alors elle court pour les attraper, mais ils se téléportent et elle tombe inconsciente. Cependant, son âme s'est téléportée avec Yuki et Yato qui s'est fait écraser les bijoux de famille sous le poids des deux. Soudain, un brouillard les entoure et des prêtresses en robe apparaissent tout autour d'eux. Yato a l'impression d'avoir été attiré dans un piège quand un autre dieu sort, récitant un poème qui fait fleurir les arbres morts. Grâce au poème, Iori le reconnaît comme Tenjin, le dieu de l'éducation, et s'incline devant lui avec Yuki. Ils affirment que Tenjin est un vrai dieu, avec un harem de servantes, contrairement à un escroc comme Yato. Son estime de soi coule comme le Titanic et Tenjin dit ensuite à Yuki que puisqu'il est de l'arme divine de Yato, il ne devrait pas s'incliner devant d'autres dieux car c'est irrespectueux. Après cela, Yato demande à Tenjin pourquoi il l'a appelé ici et le vieil homme lui demande de s'occuper de quelques fantômes pour lui puisqu'il est occupé avec la saison des examens. Tenjin sait que Yato dort souvent dans son sanctuaire sans permission et veut qu'il entende cette requête. S'il veut continuer à le faire, il le taquine avec un gros billet avant de lui lancer une pièce de 5 centimes, puis transforme sa pipe en servante pour faire visiter les lieux à Yato. Yato est choqué quand il voit que la femme devant lui est l'arme divine qui a démissionné sans préavis. Il est pétrifié de choc et la femme se présente comme Mayu et dit à Iori et Yuki qu'elle était autrefois la servante de Yato, mais l'a quitté parce qu'il était inutile. Après s'être querellé comme un couple divorcé, Mayu emmène Yato et son groupe au passage à niveau où un grand nombre de fantômes se rassemblent régulièrement et ils possèdent en fait des personnes à l'esprit faible, les faisant sauter devant des trains en pleine vitesse. Iori est triste d'entendre ça et dit qu'il devrait absolument détruire tous les fantômes, mais Yato dit que ceux qui souhaitent mourir ne devraient pas être arrêtés car il n'y a aucun moyen de sauver leurs âmes. Iori est en colère contre lui et s'enfuit, et Yato décide de quitter les lieux aussi, mais Mayu l'arrête et lui demande de travailler puisqu'il a déjà été payé d'avance. Cependant, Iori pensait qu'il n'allait pas tuer les fantômes, alors elle a décidé de prendre les choses en main. Elle se rend sur un quai de gare où un fantôme s'accrochant à un loser au chômage essaie de le faire sauter devant le train. Iori le repousse d'un coup de pied, mais cela attire tous les fantômes de la zone. Il la submerge et la jette sur les rails, où il la lime pour qu'elle soit écrasée par le train. Heureusement, Yato arrive au moment exact et tranche les fantômes qui la retiennent. Iori saute et atterrit en toute sécurité sur le toit du train, où Yato lui dit d'attendre ici et de regarder un expert faire son travail.
Le train s'approche rapidement de la zone confiée à Yato par Tenjin et il voit un étudiant incité par des fantômes à monter sur les rails. Yuki sent qu'ils ne pourront pas le sauver avant qu'il ne se retrouve devant le train, mais Yato lui demande de croire en lui. Il court en avant et saute devant le train en chantant son épée pour purifier le fantôme. D'un seul coup, il tranche le fantôme, mais Yuki est trop puissant et coupe aussi des arbres et des poteaux sans la volonté de Yato. Le lendemain, Iori lui apporte le déjeuner et lui demande d'écouter enfin sa requête. Il décide de l'emmener dans un endroit isolé, plein de petites cabanes, et commence à appeler une fille nommée Kofuku. Bientôt, une joyeuse fille aux cheveux roses vient en courant vers lui et le serre fort dans ses bras. Alors qu'ils célèbrent leur retrouvaille, Iori et Yuki se sentent mal à l'aise et Yato leur lâche alors la bombe, présentant la fille comme Kofuku, sa petite amie. Iori et Yuki les regardent avec stupéfaction et Yato dit ensuite à Kofuku qu'il a récemment créé une nouvelle arme divine, mais qu'il n'a pas assez pour subvenir à ses besoins. Kofuku n'hésite pas à lui donner de l'argent et juste à ce moment-là, un homme donne un coup de pied sauté à Yato, lui disant de rester loin de sa dame. Alors qu'il est sur le point de le tabasser, il remarque qu'il y a d'autres personnes ici, alors il les invite à entrer. Là, il se présente comme Kuro, l'arme divine de Kofuku. Iori et Yuki sont choqués d'apprendre que Kofuku est une déesse qui est impliquée romantiquement à la fois avec son arme divine et Yato qui ne s'entendent pas bien du tout. Yato dit à Yuki de faire attention à Kuro car il prétend que le nom de Kuro est sur la liste d'Epstein et il le jette hors de sa maison à cause de cela. Kuro parle avec Yuki du fait d'être l'arme divine de Yato tandis que Kofuku se jette sur Iori pour une petite action entre filles. Après qu'elle en ait fini avec elle, elle dit à Yuki de faire attention à Yato. Car malgré son air doux, elle a entendu des rumeurs selon lesquelles il serait un dieu terrifiant. Avant que Yuki ne puisse lui demander ce qu'elle veut dire, Yato apparaît et emmène son arme divine car ils ont un travail et Iori les suit. Le prochain client de Yato est un homme qui tente le saut à l'élastique sans l'élastique et avant qu'il ne puisse sauter, Yato se téléporte juste au-dessus de sa tête et le jette en bas. Alors que l'homme tombe, il réalise qu'il n'a même pas pu appeler sa mère pour dire au revoir mais Yato tombe avec lui, énumérant tout le catalogue de services Goa qu'il offre. Iori tombe sur lui et le déséquilibre un instant, mais l'homme donne ensuite sa carte à Yato et lui dit que sa compagnie a fait faillite, alors il prévoyait de se suicider. Il appelait sa mère, mais il s'est trompé d'un chiffre et a appelé Yato à la place. Yato n'a aucun problème avec ça et lui demande de raconter son histoire à partir du début, et l'homme obéit. Il dit qu'il y a quelques mois, il a rencontré une fille de l'école en rentrant du travail et il met la photo d'Iori à la place juste pour le fun. Yato crie au FBI de l'arrêter, mais FDmin préfère d'abord raconter toute son histoire. Il prétend qu'ils sont sortis beaucoup de fois ensemble, mais chaque date avait des incidents terribles. Progressivement, son travail commence à décliner et avant qu'il ne s'en rende compte, il est sans emploi et ruiné. Malgré tout, l'homme veut être avec sa petite amie et comme il ne peut pas la rendre heureuse, il planifie de se suicider. Après avoir entendu son histoire, Yedo demande à l'homme de lui montrer la photo de la fille et il n'est pas surpris de voir que c'est Kofuku. Iori et Yuki sont ébahis, puis Yedo leur dit que Kofuku est la déesse de la pauvreté qui tue toute bonne fortune que vous avez. Il lui dit d'arrêter tout contact avec elle car elle a déjà quelqu'un et qu'elle est beaucoup plus âgée qu'elle ne le paraît. Cependant, l'homme n'est pas prêt à pardonner son amour véritable et préfère mourir plutôt que d'oublier Kofuku. Yato le frappe, lui disant que quelqu'un qui donne si facilement sa vie n'est pas fait pour l'amour, ce qui le ramène à la réalité. Ensuite, il se tourne vers Yuki qui est nerveux car il ne sait pas quoi faire, mais Yedo lui dit de croire en lui. Il transforme Yuki en arme puis coupe tous les liens avec Kofuku, le sauvant d'une mort prématurée. Plus tard, Yedo informe Kofuku de l'homme qui allait mourir à cause d'elle, et Kuro est en larmes alors qu'il l'accuse de l'avoir trompée. Il lui fait une leçon disant qu'il ne veut pas qu'elle s'implique avec les humains car elle apporte seulement de mauvais augure. Après cela, Kuro loue les capacités de Yuki, disant que couper les liens d'une personne avec les autres était très difficile. Après un peu de bavardage, Yedo et son groupe quittent Kofuku. Mais avant de partir, Iori veut confirmer que les rumeurs selon lesquelles Yedo est un dieu effrayant étaient fausses. Kofuku lui dit que les rumeurs étaient vraies et Yedo a tué des humains et des armes divines. Iori est terrifié, mais Kuro l'assure que c'était une chose du passé lorsqu'il y avait plusieurs guerres et que Yato avait seulement un seul travail, qui était de tuer des gens. Il affirme que tous les dieux naissent des souhaits des humains et pour les dieux mineurs, leur existence même est un défi. Iori est terrifiée après avoir appris cela et quand elle quitte le lieu, Yato la confronte, demandant ce qu'elle parlait avec Kofuku. Au lieu de répondre, Iori lui demande pourquoi il lui a présenté Kofuku, et Yato pose sa main sur son épaule en lui demandant de se rendre auprès de Kofuku et Kuro au cas où quelque chose lui arriverait. La seule chose dont elle peut penser est son doux parfum. Un peu loin d'eux, Yuki jette des pierres dans un lac en se souvenant comment Yeino l'avait loué plus tôt.
Soudain, une fille avec de multiples tatouages sur son corps apparaît devant lui et Yuki est ébahi en réalisant que tous ces tatouages sont ses noms. Yato arrive en courant là-bas et il appelle la fille Nora et lui demande pourquoi elle est là. Cependant, elle se relève et lui dit de l'appeler par le nom qu'il lui a donné car elle est aussi son arme divine. Nora disparaît après avoir dit à Yato qu'elle attendrait qu'il l'appelle, laissant tout le monde choqué. Peu après cela, Yedo emmène Yuki en formation afin qu'il puisse débloquer ses nouvelles capacités. Il montre un petit fantôme à Yuki et lui demande de créer un barrage entre eux. Yuki n'est pas très confiant dans ses compétences, mais en suivant les instructions de Yedo, il crée un barrage que aucun fantôme ne peut traverser. Kyogori est étonné et demande à Yedo s'il peut aussi faire de telles astuces cool, mais il répond qu'aucune arme divine ne peut créer de barrage comme celui-ci. Il remarque ensuite que Yuki a créé le barrage le plus puissant de sa première tentative parmi toutes les armes divines qu'il connaissait, ce qui immédiatement fait penser à Ayori, à la fille, avec de nombreux tatouages. Elle demande à Yedo si elle est une arme divine aussi, et il répond nerveusement qu'elle est juste une amie bénéfique pour de nombreux dieux. Ayori n'est pas impressionnée d'apprendre que Yedo a tant de relations scandaleuses, donc elle décide de prendre soin de Yuki. Elle l'attire plus près, disant qu'un perdant comme Yedo ne peut pas s'inquiéter pour le garçon. Yuki est juste un adolescent en pleine puberté, donc il se réveille facilement quand il est près d'elle, et Yato est choqué par ses pensées perverties. Il ne veut pas laisser Yuki partir avec Iori, car alors il devrait gérer cette sensation chaque fois, donc il l'attrape. Après un long jeu de tir à la corde, Iori finit par l'emporter chez elle, laissant Yato désespéré. Yuki est surpris de voir que Iori vient d'une famille aisée et sa grande maison est vide, car ses deux parents travaillent. Naturellement, il a des idées cochonnes, mais ensuite elle le laisse reposer dans la chambre de son frère aîné. Iori est heureuse qu'elle puisse passer la nuit avec un garçon mignon sans distraction, car personne ne peut la remarquer. Cependant, ses parents rentrent plus tôt et Yeido les suit sans qu'il ne le sache. Ils volent des boissons et de la nourriture de leur réfrigérateur, et la mère de Hayori presque le remarque. Plus tard, Ayori lui reproche de venir ici sans invitation et il lui dit qu'il dort généralement dans des temples car ils sont un territoire secret où les fantômes ne peuvent pas attaquer. Cependant, sa maison n'avait pas ses avantages, ce qui explique pourquoi Yuki n'était pas en sécurité ici car il avait peur de l'obscurité. Elle apprend rapidement qu'il ne mentait pas quand Yuki arrive dans sa chambre la nuit, affirmant qu'il ne peut pas dormir après que son père a éteint les lumières dans sa chambre. Elle lui dit de dormir à côté d'elle et malgré le piège de la faim, Yuki accepte. Il est paniqué car il n'a jamais été si proche d'une fille avant, et puis Ayori lui dit qu'il sent bon, comme son maître. Bientôt, elle s'endort et Yuki ne peut pas résister à ses instincts, il se retourne et essaie de la caresser. Cependant, Yato apparaît derrière lui juste avant qu'il ne touche la fille et le tire hors de là. Il lui fait une leçon sur être un pervers, mais Yuki ne veut pas écouter un homme qui a tant de conquêtes. Il dit à Yato qu'il a déjà une autre arme divine, donc il ne devrait même pas le rencontrer et court loin, laissant Yato stupéfait. Le lendemain, Ayori emmène Yuki faire des courses et il lui dit qu'elle n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour lui parce que personne ne peut le remarquer et qu'il peut emprunter des choses comme il le veut. Il prend une planche à roulettes et Ayori l'arrête lui disant que c'est volé et qu'il devrait savoir mieux que ça. Elle rend la planche à roulettes au magasin et lui dit qu'elle en achètera une plus tard, mais il est déjà parti. Juste alors, Nieto l'appelle depuis une aire de jeu pour enfants et lui dit qu'il peut sentir chaque fois que son arme divine est en train de faire des bêtises. Il pouvait sentir ses pensées perverties la nuit dernière, et maintenant il sent qu'il cède à une autre tentation. Nieto dit que les sentiments immoraux de l'arme divine deviennent de la douleur pour le maître, ce qui est comment les dieux apprennent ce qui est juste et ce qui est injuste. Cependant, ces morales ne fonctionnent pas lorsqu'un dieu décide de faire du mal, et ils peuvent de le faire ce qu'ils veulent. En entendant ces mots, Ayori réalise que ce qu'elle a entendu de Kofuku sur lui, étant un dieu violent, est vrai. Elle est un peu nerveuse en sa présence, donc elle court pour trouver Yuki, mais laisse son corps derrière. Pendant ce temps, Yuki erre dans la ville en se demandant si Iori est toujours en colère contre lui quand il remarque qu'il fait déjà nuit. Il court vers un endroit qui n'est pas encore sombre quand il entend une fille qui crie pour de l'aide. Il se retourne et la fille le remarque, alors elle se cramponne à lui et lui demande de la conduire vers ses parents. Elle pleure en disant que tout le monde semble l'ignorer et elle voit des yeux effrayants. Yuki réalise que la fille est déjà morte, mais elle ne le sait pas, et quand elle demande qu'il reste à ses côtés jusqu'à ce que sa mère vienne la chercher, il accepte, il s'assoit avec elle sous une lampe de rue, où il brise la nouvelle mauvaise et lui dit qu'elle ne verra pas sa mère. La fille est déçue et commence à s'éloigner en pleurant, et Ayori arrive juste au moment où Yuki va la stopper. Soudainement, tous les fantômes dans l'obscurité sortent et tentent de la convaincre de les rejoindre en disant que sa mère est avec eux. Les fantômes sont sur le point de prendre la fille et Ayori dit à Yuki d'utiliser sa capacité de création de barrage pour la sauver. Il court dans l'obscurité et met en place un barrage pour protéger la fille des fantômes tandis qu'elle s'agrippe fermement à lui. Il s'excuse pour avoir dit des choses blessantes, mais ensuite la fille lui dit qu'il sent bon. Yuki est confus, mais ensuite il regarde le visage de la fille et trouve qu'elle commence à être corrompue. Il est pris de court et tombe à terre, et lorsque la fille s'approche de lui, il perd sa concentration et le barrage disparaît.
Juste avant que le barrage ne disparaisse, les fantômes prennent le contrôle et éliminent toute lumière de l'endroit et Yuki est figée de peur. Hiroyu essaie de le sauver alors qu'un grand fantôme l'attaque mais elle aussi est coincée dans le corps du fantôme. Heureusement, Yato les sauve à la dernière minute et Yuki demande qu'il sauve la fille qui est entrée dans le fantôme. Yato entend sa demande et saute en bas, transformant Yuki en épée et enchantant pour le faire combattre le fantôme. Cependant, Yuki flanche en voyant la ressemblance de la fille avec le grand fantôme et Yato ne peut pas porter le coup fatal. Yuki dit qu'ils doivent sauver la fille et ne pas la tuer, mais Yato lui dit qu'ils peuvent seulement la sauver en la purifiant maintenant. Profitant de leur hésitation, le fantôme les submerge et puis lui tape dessus. Quand il se relève, il dit à Yuki qu'une fois qu'un esprit est corrompu, il ressent uniquement de la douleur infinie, donc il doit devenir fort et mettre fin à sa douleur. Malgré Yuki étant trop terrorisé pour faire quoi que ce soit, Yato charge et purifie le fantôme, mais il ressent beaucoup de douleur à cause de la faiblesse de son serviteur. Plusieurs jours passent, mais Yuki n'a pas recouvré de la surprise de tuer la fille et son PTSD revient sans préavis. Il voit des fantômes dans le thé, Yori prépare pour lui, et quand il va au centre commercial pour fuir la maison, il est terrifié par les fantômes les plus petits. Yuki maudit Yeido, accusant celui-ci de sa condition. Il prétend qu'il l'a utilisé contre sa volonté et c'est pourquoi il est si paranoïaque. Il exprime sa frustration sur une vitre, mais comme le vendeur dans le magasin ne le remarque même pas après cela, Yuki décide de détruire et de voler une planche à roulettes, envoyant une autre vague de douleur à Yato. Il a un bon voyage sur la planche volée, mais ensuite Yato arrive et met fin à son plaisir. Il lui demande à propos de la planche et Yuki dit que Yori l'a achetée pour lui. Il semble que la chance ne lui sourit pas et Yori arrive exactement à ce moment-là et elle est coincée dans un coin alors que Yato lui demande à propos de la planche. Elle est effrayée que Yato punisse Yuki pour le vol, donc elle ment et prétend qu'elle l'a acheté pour Yuki, ce qui lui permet de passer cette fois. Après cela, il se concentre sur le ciel rougeoyant, affirmant que pendant ce temps, la frontière entre ce monde et le prochain est floue et ceux qui vivent entre eux deviennent plus actifs. Juste après avoir terminé sa conversation, Yedo voit une lionne monter sur une mère qui vraiment déteste lui. Elle attaque Yuki avec sa fouet et Yedo repousse Yuki hors de sa trajectoire à la dernière minute. Ayori est surprise mais Yedo lui dit de ne pas réagir et de feindre qu'elle ne les voit pas. La mère déesse appelle Yedo un dieu de désastre et il répond en lui appelant Bishimen, la plus forte déesse de guerre qu'il a rencontrée. Yuki demande si elle est une déesse et pourquoi elle les attaque. Et Yato répond qu'il s'est mis dans son mauvais camp il y a longtemps. Donc elle a visé sa vie depuis. Yuki ne veut pas participer à leur combat et veut fuir, mais Yato assure qu'il ne laissera pas Bishimen le laisser partir car il est son arme divine. Elle l'attaque et Yato évite avant de transformer Yuki en épée et de s'enfuir d'elle. Alors que la déesse Mami poursuit Yato, Ayori se demande pourquoi Bishimen, la déesse qui applique la justice aux pécheurs, poursuit Yato. Elle se souvient de ses mots sur aller droit vers Kafuku en cas de problème et décide que le moment est venu d'action. De son côté, Bishaman poursuit Yato et en utilisant son arme divine, Kazuma, qui réside dans son oreille et agit comme son Jarvis, elle trouve le bon endroit pour le coincer, elle envoie sa lionne pour l'empêcher de s'échapper et puis poursuit à pied, déterminée à mettre fin à sa vie aujourd'hui. Yeto cache de sa vue car il est fatigué et quand Yuki se plaint de cela, il lui attribue sa condition affaiblie. Il lui dit que parce qu'il a beaucoup d'émotions négatives et égoïstes récemment, il traverse un enfer et le commande de se relever. Yuki ignore ses paroles et demande s'il va vraiment tuer une autre déesse en utilisant lui, et Jatos dit qu'il n'a peut-être pas d'autre choix. Il explique que tout ce que Bishiman brandit, de ses vêtements à sa lionne, est une arme divine. Son navigateur Kazuma est le plus habile de ses serviteurs, et grâce à son aide, elle est pratiquement invincible. Jato court vers l'ouverture, espérant terminer Bishimen pendant qu'il a encore de la force. Elle l'attaque presque immédiatement, et alors que Jato bloque ses attaques avec son fouet, il réalise qu'il ne peut pas combattre contre elle maintenant. Il évite ses attaques, mais Bishimen utilise son fouet pour attraper sa jambe, puis manifeste son arme à feu pour le tirer. Kazuma indique précisément où elle doit cibler, mais Yedo montre ses compétences et coupe les balles, il frappe le fouet et l'envoie pleurer loin en douleur, irritant Bisherman qui l'attaque à courte distance avec son arme à feu. Elle déclare qu'elle ne laissera pas lui tuer une autre arme divine. Yato demande à Bishimen de la laisser tranquille car cela fait des siècles depuis cet incident, mais elle n'est pas d'humeur à lui faire grâce et appelle une autre de ses armes pour le tirer en plein visage. Yato évite les attaques et puis s'enfuit avec Bishimen en poursuite. De son côté, Hayori arrive devant l'atelier de Kofuku et lui dit que Bishimen poursuit Yato. Kofuku sait de leur animosité et dit à Hayori choquée que l'arme divine que Yato a tuée autrefois appartenait à Bishimen, et c'est pourquoi elle veut vengeance. Kuro prétend qu'ils n'ont pas de place d'intervenir dans un combat entre dieux, mais Yori supplie d'essayer de l'aider. Kofuku est curieux et demande à Yori si elle a un crush sur Yato ou s'il la menace de manière quelconque car autrement c'est improbable.
La déesse de la pauvreté n'aime pas aider Iori en échange d'une offre financière et lui demande de la conduire vers Yato. Iori sort de son corps exactement à ce moment et conduit Kofuku et Kuro en suivant le doux parfum venant de Yato. Yagato se repose dans une forêt après s'être éloigné de Bishimen et Yuki demande s'il a vraiment tué l'arme divine de la mer. Il demande s'il va le tuer aussi s'il devient inutile car il pense que Yato a déjà une autre arme divine appelée Nora. Ces pensées négatives blessent Yato à nouveau, qui lui dit de cesser d'être un lâche, mais Yuki accuse Jatos d'être un lâche et dit que ses mains transpirent beaucoup plus maintenant. Alors qu'ils se disputent, un vent froid coupant coupe des arbres et envoie Yuki voler, mais Yato le rappelle en tant qu'épée. Il voit ensuite Bishimen devant lui brandissant une grande épée et elle lui demande de dire ses derniers mots. Yato prend sa position de combat et Yuki lui dit de s'arrêter car il ne survivra jamais en collision avec sa grande épée. Alors que Bishimen s'approche de Yato, Kofuku arrive là et les deux dieux de combat s'arrêtent en la voyant. Elle ordonne à Kuro de se transformer en sa forme d'arme qui est un éventail et Yedo et Bishoman sont terrifiés car ils savent ce que ses capacités sont comme. Kofuku balance son éventail en leur disant de s'arrêter de combattre et sa puissance ouvre une porte vers l'enfer tout en créant un violent tornade qui expulse Yedo loin. Malgré le danger des fantômes sortant du portail, Bishimen n'est pas prête à partir et commande sa lionne d'attaquer Yedo. Yato est en douleur à cause de la morsure de la lionne, mais grâce à la force de l'armure de Plo, Nora arrive là et retient la lionne, donnant à Yato l'occasion de se libérer et de frapper. Bishimen immédiatement appelle la lionne de retour et demande à son navigateur Kazuma de se transformer en forme humaine pour soigner la lionne. Elle veut toujours poursuivre Yato, mais Kazuma la stoppe sévèrement, demandant si elle est prête à risquer la vie de ses armes divines, juste pour obtenir sa vengeance. De l'autre côté de la tempête, Ayori court vers Yato qui lui demande de se cacher et de ne pas laisser Bishimen savoir qu'elle est connectée à lui. Lorsque la tempête s'apaise, Bishimen dit à Yato qu'elle le laissera vivre aujourd'hui, mais elle reviendra pour sa vengeance. Avant de partir, elle lui dit de ne pas être corrompue lorsqu'ils se battent à nouveau car elle espère le rencontrer dans son meilleur état. Yato est surpris qu'elle ait compris son état, et après que Bishimen est parti sur sa lionne, Kazuma reste derrière et se incline devant lui avant de rejoindre son maître. Yato et les autres fuient également, et plus tard, alors que Yuki s'apitoie chez Iori, Yato essaie de se purifier de la corruption qui se propage mais échoue. Il se demande si les choses ne fonctionneront pas entre lui et Yuki, quand soudainement Nora apparaît devant lui et lui dit de ignorer le garçon instable car il peut toujours utiliser librement elle. Elle le séduit en affirmant qu'elle veut qu'il l'appelle par le nom qu'il lui a donné car ils ont une chimie incroyable ensemble. De l'autre côté, Hayori vient dans la chambre de Yuki pour lui donner son déjeuner, mais elle trouve Iedo en train de manger des snacks là-bas. Elle est effrayée qu'il ait glissé à l'intérieur, mais elle devient irritée lorsqu'elle apprend que Yuki est parti de la maison et qu'il ne s'est même pas efforcé de le stopper. Elle court pour le trouver et arrive devant le sanctuaire de Tenjin où le vieux dieu sort pour la saluer. Elle lui demande si elle a vu Yuki et il répond qu'il est venu ici ce matin chercher du travail. Il déclare qu'il ne peut pas travailler avec Yato qui est agaçant, cassé et trop sûr de lui-même et même a une autre arme divine. Yugi veut partir s'il y a un moyen et Tenjin remercie d'abord le garçon pour être venu vers lui mais rejette ensuite sa demande. Il lui dit que même s'il lui donnait un nom maintenant, il deviendrait une Nora. Kyori est surprise d'entendre ce nom et demande à Tenjin ce qu'il signifie. Il lui dit qu'une Nora n'est pas un nom mais un titre qui signifie errant et est donné à l'arme divine qui appartient aux Ru. Il prétend que c'est un déshonneur pour une arme divine d'avoir plus d'1 mètre et c'est pourquoi les armes divines Nora sont haïes par tous les dieux. Tenjin dit à Iori que les armes divines qui prennent de nombreux noms sont très susceptibles de trahir leur maître et c'est pourquoi la plupart des dieux évitent les Nora. Dans la plupart des cas, les armes divines doivent devenir libres de leur ancien maître pour servir un nouveau, mais pour les Nora ce n'est pas le cas car elles sont utilisées pour effectuer des tâches que l'on ne donnerait pas à leur propre arme divine. Hang Raizuk demande à Tenjin s'il a vu une Nora de la même âge que Yuki, mais il refuse de parler davantage de ce sujet dégoûtant avec elle. Plus tard, elle va sur un point élevé, espérant localiser Yuki, mais elle sent un doux parfum qu'elle ne reconnaît pas. Elle regarde autour d'elle et remarque ensuite Bishumon qui cherche la ville. Iori est terrifiée et recule d'1 pas, mais elle trouve ensuite Kazuma juste derrière elle. Il sait qu'elle peut les voir et qu'elle est une connaissance proche de Yato, et Iori pense qu'elle va mourir maintenant. Elle tente de s'enfuir, mais Kazuma la retient puis lui jette un autre de ses sorts. Bientôt, Bishamon arrive et Hiyori a le pressentiment qu'elle va devenir le dîner du lion. Cependant, ni Bishamon ni son lion ne peuvent de la remarquer et Kazuma continue de discuter affaires avec eux, l'air de rien. Bishamon part en patrouille avec son lion pour traquer d'autres fantômes, et en les voyant s'éloigner, Hiyori a l'impression qu'ils forment une équipe d'intervention d'élite. Peu après, Kazuma la libère de ses sorts, lui conseillant de ne pas trop s'impliquer avec les dieux. Hiyori panique car il l'a appelé par son nom complet et son adresse. Kazuma lui explique que ses pouvoirs lui permettent d'étendre ses sens tout en dissimulant des choses aux autres.
Quant au nom d'Iori, il l'a obtenu en lui volant son portefeuille, lui conseillant de rester discrète si elle ne veut pas avoir d'ennui avec Bishamon. Iori veut savoir pourquoi Kazuma l'aide alors qu'il est censé être l'ennemi de Yato. Il répond que même si Yato est leur adversaire, il est aussi leur sauveur. Iori n'y comprend pas grand chose et Kazuma lui demande alors si Yato va bien, car à en juger par la corruption qu'il avait l'autre jour, il semblait en mauvaise posture. Il explique que la corruption a été causée de l'intérieur et la seule façon que cela arrive, c'est par une arme divine qui se comporte mal. Kazuma dit à Iori qu'ils doivent se débarrasser de l'arme divine de Yato s'ils veulent le sauver, car si Yukin continue de mal se conduire, Yato tombera malade et pourrait y laisser sa vie. Pendant qu'Iori s'inquiète pour lui, Yato retrouve Yukin et l'emmène avec lui car ils ont un travail. Cependant, ce travail consiste à aider dans une supérette de nuit. Yukin n'est pas ravi, mais Yato lui dit que c'est mieux que rien, n'est-ce pas ? Juste à ce moment, Daikoku arrive, suivi de Kofuku, et Yato la met dehors avant qu'elle n'apporte la misère à son client. Pendant que Daikoku et Yato se disputent sur la façon de traiter une déesse comme Kofuku, Iori arrive sur les lieux. Elle rougit en essayant de cacher qu'elle a trouvé Yato en suivant son mystérieux parfum, puis Daikoku passe aux choses sérieuses. Il dit que Kofuku a reçu un travail l'autre jour, mais comme ce n'est pas son genre, il veut que Yato le prenne. Alors que Yato accepte le travail à contre-cœur, Iori lui demande pourquoi il a l'air si pâle ces derniers temps. Juste à ce moment, il ressent une nouvelle vague de douleur, et c'est immédiatement que Yukin a fait quelque chose. Il le trouve devant le comptoir et vérifie aussitôt l'argent pour s'assurer qu'il n'a rien volé. Yukin exprime sa déception, disant que même son dieu ne lui fait pas confiance. Il s'enfuit alors, mais trébuche sur les pieds du dieu de la malchance et laisse tomber le pot à pourboire qu'il avait volé. Il est acculé, son petit larcin ayant été découvert, et il s'échappe en courant. Yato ne l'arrête pas et change simplement ses vêtements de travail pour prendre la demande de Daikoku. Le laissant s'occuper du magasin, Yato arrive à l'endroit où il doit éliminer des fantômes et Iori le suit pour parler de Yukine. Il dit qu'il a besoin de son arme divine pour tuer le fantôme, mais Iori dit qu'elle veut parler d'autre chose. Yato affirme qu'il le sait aussi et qu'il est temps de résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Iori a peur que Yato ne tue Yukin, alors elle se gifle pour se réveiller, puis attrape le visage de Yato pour lui dire qu'il devrait arrêter de traiter Yukin comme un simple outil et reconnaître qu'il est un être humain. Il est déconcerté par sa demande soudaine quand il sent la présence de Nora à proximité. Elle parle à nouveau à Yukin, lui disant qu'il est peut-être joli, mais qu'il est vide et inutile. Yato et Hiyori arrivent juste à ce moment-là, et Nora lui demande de l'utiliser pour tuer tout ce qui se mettra en travers de son chemin. Cependant, Yato refuse son offre alléchante et invoque Yukin comme son arme, lui disant de ne pas faire attention à la fille un peu folle et de se concentrer plutôt sur le fantôme géant en forme de papillon qu'ils doivent abattre. Yato poursuit le papillon malgré sa faiblesse, puis enchante son épée pour le transpercer. Cependant, il n'a pas assez de puissance pour achever le fantôme en un seul coup, car Yukin a perdu foi en lui. Alors que Yato essaie de bien saisir son épée, il aperçoit Nora toujours debout dans un coin, les bras tendus pour qu'il l'appelle, mais il résiste à ses tentations. Le papillon fond sur lui et l'emporte, mais Yato utilise une astuce secrète pour se libérer et blesser le fantôme. L'eau bénite qu'il avait stockée plus tôt lui est maintenant utile et Yato la verse sur son épée en disant à Nora d'aller se faire voir. Il affirme que Yukin est peut-être un sale gosse ingrat et minable, mais il l'a trouvé et lui a donné un nom, alors il ne va pas l'abandonner comme ça. Il enchante à nouveau l'épée et tranche le papillon, l'éliminant avec succès cette fois. Nora est déçue, mais l'un de ses amis avec avantage se téléporte à côté d'elle, disant que c'était triste qu'elle ait été trahie. Yukin est curieux à son sujet, mais Yato lui dit de ne pas regarder et l'emmène. Il s'éloigne et Hiyori, les observant, s'inquiète de ce qui va leur arriver maintenant. Elle ne cesse de penser à l'avertissement de Kazuma que Yato mourra si Yukin n'est pas arrêté, quand soudain il se téléporte juste à côté d'elle dans les toilettes de l'école. Elle est troublée et commence à l'attaquer immédiatement, même s'il essaie d'expliquer que ce n'est qu'un malentendu. Après avoir été battu à plate couture, Yato explique qu'il avait laissé son numéro dans ses toilettes pour que des clients potentiels le trouvent, et quelqu'un l'a appelé aujourd'hui. Il défonce la porte d'une cabine de toilette pour révéler un garçon assis là, et Hiyori le frappe aussi pour être un pervers. Elle est furieuse contre les trois garçons, mais le garçon nommé Oji lui dit alors qu'il se cachait ici à cause de ses harceleurs. Il se met à pleurer en racontant son histoire, et Hiyori lui offre son mouchoir. Yato s'en doutait déjà, car la plupart des requêtes venant de l'école concernent le harcèlement. Oji pleure, disant qu'il veut fuir loin de cet endroit et Yukin est agacé par ses jérémiades. Yato dit à son Shenki de ne pas détester le garçon parce qu'il est un flocon de neige, car il est le même que lui. Yukin est offensé par cette déclaration et affirme qu'il n'est pas un flocon de neige avant de s'enfuir. Yato ne s'en soucie pas et dit à Oji qu'il devrait essayer d'être aussi expressif que Yukin, et pour cela, il lui donne une arme secrète à utiliser contre ses harceleurs. Oji est terrifié et Yato lui dit que les conséquences de l'utilisation de son cadeau peuvent être très graves. Cependant, il le prend quand même et Hiyori crie sur Yato pour avoir laissé un garçon prendre une arme aussi dangereuse.
Yato répond qu'il veut juste qu'Oji devienne un peu fou et s'il a un minimum de maîtrise de soi, il ne fera de mal à personne. Hiyori pense qu'il doit y avoir une autre façon de résoudre les choses, mais Yato ne se sent pas très bien et décide de faire une pause. En partant, il dit qu'être ici pourrait aussi pousser Yukin à bout. Hiyori veut en savoir plus, mais il s'en va sans donner plus de détails. Hiyori continue d'appeler son numéro et de le chercher avant de le trouver finalement endormi à l'infirmerie. Elle est tentée en voyant son dos exposé et décide de vérifier si la corruption s'est étendue à tout son corps. Yato se réveille alors qu'elle l'examine et il se prend un nouveau coup de poing, même si ce n'est pas sa faute cette fois-ci. Hiyori change de sujet et l'interroge sur Yukin et Yato lui dit que le garçon est à un âge difficile et qu'il restera un adolescent pour toujours. C'est pourquoi le maîtriser sera compliqué. Pendant ce temps, Yukin est déjà à bout et il est toujours en colère contre Yato de l'avoir comparé à un perdant comme Oji. Il décide d'explorer l'école en attendant et être dans une salle de classe vide lui semble étrangement nostalgique, même s'il n'a aucun souvenir. Alors qu'il résout un problème de maths difficile, les élèves reviennent et les voir être amis les uns avec les autres le rend encore plus seul. Il est furieux et n'a pas d'amis et parallèlement à lui, Oji est également malheureux à cause de tout le harcèlement. Il commence soudain à entendre la voix de fantômes lui disant de tuer ses harceleurs s'il les déteste tant et tenté par leurs mots, il sort l'arme secrète que Yato lui a donnée. Il s'approche de son harceleur et lui lance un regard noir assez puissant pour le faire reculer. Oji se souvient de toutes les humiliations qu'il a subies et sort l'arme secrète qui n'est qu'un cutter de papeterie de sa poche et la jette au harceleur. Il se souvient des mots de Yato qui lui avait dit de donner aussi une arme à son adversaire au cas où il déciderait de se battre, et c'était le moment. Oji sort son propre cutter et avec les fantômes le tentant de franchir la ligne, il marche vers le harceleur. Cependant, avant qu'Oji ne puisse le blesser, il se souvient que Yato lui avait aussi dit de ne faire de mal à personne s'il voulait garder son humanité, et il lâche le cutter. Heureusement, son acte a suffi à faire littéralement pipi dans sa culotte au harceleur et il s'est enfui comme une petite fille. Oji tombe aussi à genoux et Hiyori vient s'occuper de lui. Yato le regardait aussi et il était impressionné que le garçon d'apparence timide ait eu assez de maîtrise de soi pour ne faire de mal à personne. Oji dit qu'il s'est souvenu de ces mots, mais maintenant qu'il a réglé le problème des harceleurs, il sera à nouveau ignoré de tous. Yato s'approche de lui, lui disant que la vie n'est pas une compétition pour se faire le plus d'amis et qu'il devrait être heureux même s'il n'a qu'une seule personne spéciale dans sa vie. Alors qu'Oji retourne à sa salle de classe, Yato espère que tout ira bien pour lui. Après cela, il dit qu'il veut aussi quelqu'un de spécial, mais soudain, il ressent une douleur intense à cause de Yukin qui pleure tout seul puisqu'il n'a pas d'amis. Il voit des élèves quitter l'école et court après eux, les appelant à l'emmener, mais aucun d'eux n'entend sa voix. Alors que Yukin pleure, Yato ressent plus de douleur et espère qu'il réalise la vérité maintenant. Yukin sait désormais qu'il ne peut pas retourner du côté humain, peu importe à quel point il le souhaite, il doit vivre avec cette vérité. Cependant, il est trop amer et décide d'exprimer sa frustration en brisant les fenêtres de l'école. Dès qu'il commence à faire cela, Yato perd connaissance car la corruption s'est maintenant étendue sur tout son corps. Alors que cela continue de se propager, Hiyori essaie de réveiller Yato, et quand il ne répond pas, elle panique et quitte son corps. Elle tombe sur Yato et contracte la corruption qui fait un mal de chien, même si elle n'infecte à peine que sa main. Elle le ramasse et l'emmène à Yukin qui a fini de briser les fenêtres. Il est choqué de voir Yato et Hiyori essayant de devenir comme les gens dans Avatar et Hiyori lui dit que chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, Yato en souffre. Il a essayé de supporter ça pour ne pas blesser ses sentiments mais cela l'a mis en grave danger. Elle regrette d'avoir pris le parti de Yukin plus tôt et maintenant elle lui crie de venir avec eux. Évidemment, elle va chez Kofuku car c'est le seul endroit qu'elle connaît qui puisse les aider. Cependant, juste au moment où Daikoku et Kofuku ouvrent la porte, ils sont horrifiés de voir que Yato et Hiyori sont atteints de corruption. Kofuku veut l'aider, mais Daikoku ne perd pas une seule seconde et met une barrière entre eux et Hiyori continue de les supplier de sauver Yato. Elle pleure et Daikoku ne la laisse passer qu'elle à travers la barrière. Il demande à Kofuku d'aider à purifier la jeune fille et elle l'emmène à la salle de bain et crée de l'eau bénite fraîche pour l'aider. Hiyori dit que Yato en a plus besoin qu'elle, mais Kofuku répond qu'il est trop tard pour cela et si Yukin n'est pas puni bientôt, Yato périra sûrement. Daikoku prend le rôle de s'en occuper lui-même et part chercher de l'aide auprès d'autres armes divines. Hiyori veut savoir comment Yukin sera puni et Daikoku lui parle du processus pour enlever la corruption appelée purification. Il faut 3 armes divines pour l'effectuer et c'est pourquoi il en a besoin de 2 de plus. Kofuku lui dit de se dépêcher car les chances de succès de la purification sont assez faibles et Daikoku sait aussi que Yato ne passera pas la nuit s'il n'est pas traité. Il retire la barrière avant de partir et avertit Yukin de ne pas bouger de sa place, sinon il le tuera de ses propres mains. Yukin ne semble toujours pas s'en soucier et affiche une attitude désinvolte face aux choses. Daikoku se rend d'abord au sanctuaire de Tenjin pour implorer de l'aide pour la purification, mais toutes ces armes divines sont nerveuses, car si le processus échoue, elle pourrait perdre la vie. Cependant, Mayu se porte volontaire pour aider Yato car il fut autrefois son maître, aussi pathétique fut-il.
Daikoku la remercie ainsi que Tenjin et se précipite, tandis que Tenjin est en colère au nom de Yato et pense que toute arme divine qui blesse autant son maître mérite d'être abattue. Daikoku se rend dans d'autres sanctuaires pour emprunter une arme divine, mais personne ne répond à ses requêtes. Il appelle Kofuku pour lui parler de la situation et elle pleure en disant que Yato mourra s'il ne trouve personne d'autre pour l'aider. Iori sort de la douche de purification juste à ce moment-là et décide de chercher elle-même une arme divine. Elle pense que Nora aidera certainement Yato, mais elle tuera aussi Yukin, donc elle ne peut pas compter sur elle, et c'est pourquoi elle se rend au sanctuaire de Bishamon, malgré l'avertissement de Kazuma de rester loin d'elle. Elle commence à crier le nom de Kazuma, mais il est occupé en réunion avec sa déesse et d'autres serviteurs. Cependant, alors qu'un messager l'informe de la visiteuse, il arrive derrière elle et lui ferme la bouche avant qu'elle n'attire l'attention de Bishamon. De retour au magasin de Kofuku, elle fait une crise de colère parce que Daikoku n'a pas pu trouver une troisième arme divine pour l'aider, et Mayu demande à Yato de continuer à respirer. Yukin est agacé et décide de quitter les lieux malgré que Daikoku lui dise de revenir. Cependant, il tombe sur Kazuma qui lui dit sévèrement de retourner. Daikoku demande à Kazuma pourquoi il est ici car Yato est l'ennemi juré de son groupe et il répond qu'il doit personnellement une fière chandelle à Yato. Il demande à Kofuku de sermonner Iori plus tard pour être allé chercher de l'aide chez l'ennemi et va d'abord vérifier l'état de Yato. Il constate que son état est trop critique et que la purification a de fortes chances d'échouer, alors il lui demande de retirer le nom de Yukin et de le bannir. Yato refuse de faire cela et Kazuma se tourne vers Yukin pour lui demander ce qu'il a fait pour le mettre dans cet état. Yukin dit qu'il n'a rien fait et Daikoku lui demande d'enlever sa chemise pour prouver son innocence. Yukin enlève sa chemise et découvre qu'il y a de multiples yeux de fantômes dégoûtants et effrayants qui apparaissent sur son dos. Tout le monde est dégoûté, surtout Yukin qui n'avait pas remarqué la propagation de la corruption sur son corps et les fantômes auparavant. Daikoku le maudit car il réalise maintenant à quel point Yukin a blessé Yato et avec Mayu et Kazuma, ils décident de le purifier. Ils encerclent Yukin de 3 côtés et récitent une prière pour le purifier tout en conservant son nom. Ils lancent de temps des barrières, piégeant simultanément Yukin dans une prison triangulaire. Alors qu'il crie, Yato ressent aussi sa douleur et Hiyori est horrifiée en demandant à Kofuku ce qui se passe. Elle explique que la cérémonie de purification est comme couper la chair pourrie d'une plaie et c'est pourquoi c'est à la fois une punition et une purification. Elle affirme que seules les armes divines peuvent juger les péchés des autres armes divines car elles étaient toutes humaines autrefois. Les juges ne doivent pas s'arrêter tant que la purification n'est pas complète et que l'esprit coupable n'a pas confessé tous ses péchés et s'en est repenti. Daikoku demande à Yukin de compter ses péchés, mais malgré la douleur, il refuse d'accepter ses erreurs et crie qu'il va le tuer. Cela aggrave ses péchés et il commence à se transformer lui-même en fantôme maléfique. Les 3 armes divines resserrent leur barrière autour de lui, et alors que Yukin s'y heurte et crie de douleur, Yato crache du sang. Iori veut qu'ils arrêtent non parce que c'est trop cruel, et Kofuku l'arrête disant qu'elle ne devrait pas regarder si elle ne peut pas le digérer. Yukin pleure, disant d'abord qu'il n'a rien fait de mal pour être puni ainsi, puis acceptant qu'il a volé et cassé des choses parce qu'il était furieux. Il affirme qu'il est injuste que les vivants aient tout alors qu'eux n'ont rien. Sa corruption commence à se propager encore plus et il se rapproche de devenir ce fantôme en se souvenant du jour où il était à l'école et à réaliser à quel point il était vraiment seul. La corruption commence à recouvrir le nom que Yato lui a donné et les 3 armes divines savent que s'il disparaît complètement, il n'y aura plus d'espoir de sauver Yukin. Yato souffre aussi de douleur et en remarquant que le nom est envahi par la corruption, il réalise qu'il doit appeler Yukin avant qu'il ne se perde du côté obscur. Il se souvient de tous les heureux souvenirs qu'ils ont créés, mais il ne peut rassembler assez de force pour prononcer son nom. Cependant, Iori se précipite vers Yukin et le supplie de ne pas se transformer en fantôme. Il la repousse, mais elle lui rappelle que Yato tient toujours à lui-même, s'il lui a fait vivre un enfer, et ces mots atteignent Yukin, l'arrêtant alors qu'il est sur le point de basculer du côté obscur. Elle lui dit que s'il continue à blesser et à trahir Yato, elle cessera d'être son amie. Yukin est stupéfait en entendant ces mots, puis Yato rassemble aussi ses dernières forces pour l'appeler par son nom. Il lui dit que même s'il ne peut plus vivre comme un humain, un nom lui a été donné, alors il devrait vivre du mieux qu'il peut. Yato reprend le nom de Yukin et le réinscrit sur son corps, dissipant la corruption qui s'y propageait. Yukin reprend ses esprits et pleure à chaudes larmes en s'excusant pour tout ce qu'il a fait. Ses ailes fantomatiques commencent à disparaître alors qu'il énumère ses crimes, avoir tenté de molester Hiyori, voler de l'argent et briser des fenêtres. Il s'excuse et promet de ne plus jamais recommencer et bientôt, la purification est un succès. Plus tard, Kofuku confirme que Yato et Yukin vont bien maintenant et il s'excuse auprès de Hiyori pour les ennuis qu'il lui a causés. Yato remercie d'abord Daikoku et les autres, puis se tourne vers Hiyori, réalisant que si elle ne l'avait pas aidé à plusieurs reprises tout au long du processus, lui et Yukin seraient pure morts. Hiyori se jette sur eux et les serre dans ses bras en pleurant, disant qu'elle est heureuse qu'ils soient tous les deux sains et saufs.
Yukin pleure aussi, même Daikoku verse quelques larmes viriles en voyant leurs retrouvailles émouvantes. Yukin commence à travailler à temps partiel au magasin de Kofuku pour gagner de l'argent et rembourser le vol qu'il a commis. De plus, il prévoit d'être le soutien de famille puisque Yato est pratiquement inutile. Un matin, Iori vient lui rendre visite et Yukin lui demande nerveusement si elle peut lui prêter ses livres et cahiers usagés afin qu'il puisse continuer à étudier. Iori est émue aux larmes en entendant cela et Yato la rejoint, laissant Yukin embarrassée alors que ses deux parents fiers pleurent après qu'il soit revenu sur le droit chemin. Cependant, leur joie est de courte durée car Kofuku vient à eux et demande à Iori de payer l'argent pour l'avoir aidé, elle et Yato, auparavant. Iori est stupéfaite et demande à Kofuku combien elle facture par requête et elle est complètement dévastée qu'elle veuille 10 millions de dollars pour avoir sauvé Yato 2 fois. Yato négocie en son nom et fait descendre Kofuku à 1 million. Mais Iori est furieuse qu'il lui jette toute la dette alors qu'il n'a toujours pas réparé son corps et lui montre quelques prises de catch qui lui font très mal. Après cela, Yato et le groupe vont voir Tenjin pour le remercier de son aide l'autre jour. Tenjin le réprimande pour avoir laissé sa corruption s'aggraver à ce point, et Yato répond qu'il l'a fait exprès pour que son talentueux Shinki puisse apprendre de ses erreurs. Les deux dieux commencent à se chamailler tandis que Mayu éloigne Iori et Yukin. Iori remarque qu'une des servantes de Tenjin manque à l'appel, et Mayu lui dit qu'elle a été expulsée parce qu'elle a blessé Tenjin avec ses émotions négatives. Mayu explique que la jeune fille a été submergée par des émotions négatives après avoir lu des prières, et ce faisant, elle a blessé son maître. Tenjin a des règles très strictes à ce sujet, et il a expulsé l'arme divine même si elle s'est excusée. Mayu affirme que même si cela peut être considéré comme dur, expulser la jeune fille était une punition légère car elle pourrait trouver un autre maître. En entendant cela, Yukin réalise à quel point il a eu de la chance et remercie à nouveau Mayu. Elle lui dit de ne pas laisser la culpabilité de cette action le ronger, car cela blesserait aussi son maître. Au lieu de ça, elle lui demande de se dévouer à Yato, qui a refusé de l'abandonner, et Yuki jure sur son nom de bien le servir. Ils observent Yato, qui demande conseil à Tenjin au sujet de Hiyori. Il lui raconte l'accident, comment Hiyori sort involontairement de son corps, et comme il ne sait pas comment gérer ça, il a repoussé sa requête tout ce temps, le pauvre. Cependant, il se sent maintenant sérieusement redevable envers elle, donc il compte prendre ses requêtes au sérieux. Tenjin le traite de minable pathétique avant de lui dire de couper les ponts avec elle, car cela pourrait guérir définitivement l'étrange condition de Hiyori. Cependant, Yato ne semble pas très emballé par l'idée. Le lendemain, Hiyori discute avec ses amis de leur plan pour le nouvel an et elle décide de visiter un sanctuaire ensemble. Ses amis parlent de recevoir des bénédictions divines avant de raconter à Hiyori des rumeurs sur un nouveau dieu dont le nom gagnait rapidement en popularité. On dit que quiconque prie le dieu Rabu pour éloigner quelqu'un de sa vie voit ses prières exaucées sans faute. Plus tard, Hiyori apporte ses vieux cahiers à Yuki pour qu'il s'entraîne, mais il a beaucoup de mal. Yato prend son cahier et y dessine de jolis croquis avant de se vanter des talents qu'il a acquis durant son long mandat de dieu. Yuki lui demande d'utiliser son talent pour gagner de l'argent et Hiyori savoure leur chamaillerie. Yato se fige en la voyant et se souvient de ce que Tenjin lui a dit sur le fait de couper les ponts. Bientôt, Hiyori contacte Yato qui est occupé par un travail pour lui parler de ses plans du nouvel an et elle veut visiter le sanctuaire de Tenjin dès le début de la nouvelle année. Il est contrarié qu'elle visite le sanctuaire d'un autre dieu, mais il accepte de l'accompagner. Le réveillon du nouvel an arrive et Hiyori se prépare dans une tenue traditionnelle pour retrouver Yato. Dans la rue, Shimon manque de voir un homme étrange passer près d'elle, mais quand elle se retourne pour le regarder, il disparaît. L'homme étrange est le dieu Rabu, qui travaille avec Nora. Tous deux ont des comptes à régler avec Yato et ils pensent donc que se débarrasser de la fille, qui a toute son attention ces derniers temps, serait un bon moyen de commencer les hostilités. Cependant, Nora demande à Rabu de patienter car il pourrait tôt trouver un bon moyen d'utiliser la fille. Bientôt, Hiyori retrouve ses amis, choqués de la voir s'y apprêter, et quand elles apprennent qu'elle va leur présenter un garçon plus tard, elles passent toute la soirée à la taquiner sur son prétendu petit ami. Hiyori offre ensuite ses prières à Tenjin et lui demande de la laisser profiter d'une vie de lycéenne normale. Après cela, elle aperçoit Yato dans la foule et le poursuit, mais oublie son corps derrière elle. Cependant, Yato et Yuki ne sont même pas près du sanctuaire car ils sont occupés par des missions. Yato reçoit un message concernant un fantôme à abattre qui apparaît juste à côté d'eux et les attaque. Yato transforme Yuki en épée et tranche la queue et les bras du fantôme scorpion avant d'enchanter l'épée et de la purifier. Il félicite Yuki pour son bon travail, mais ils remarquent alors que le fantôme qu'ils ont vaincu n'était pas le seul ici. Yuki panique, mais Yato lui dit de se calmer et de faire confiance à leur travail d'équipe. Ils commencent à combattre les fantômes pendant que Rabu observe Yato pour évaluer sa force. D'un autre côté, Hiyori atteint un terrain vague en poursuivant Yato, mais elle est choquée d'apprendre que c'est en fait Nora qui l'a piégée pour qu'elle vienne ici. Elle est furieuse que Hiyori ait joué un grand rôle dans la purification de Yuki, et c'est pourquoi Yato ne l'a pas rejetée.
Nora veut s'occuper d'elle immédiatement et invoque les loups fantômes qu'elle a apprivoisés avec des masques magiques pour la traquer. Les loups l'attaquent et Hiyori esquive en sautant sur un poteau. Cependant, cela ne l'aide pas beaucoup car les loups grimpent au mur pour l'attaquer. Elle se libère à peine de l'attaque d'un loup, puis s'enfuit pour leur échapper. Elle court toute la nuit et est finalement acculée juste avant l'aube. Cependant, le soleil se lève juste avant que les loups ne l'attaquent et ils disparaissent tous sous les rayons du soleil. Hiyori est soulagée, mais pas pour longtemps car Nora arrive et dit que ses prototypes ont échoué. Elle dit ensuite à Hiyori que des choses encore plus effrayantes l'attendent car un dieu de la calamité longtemps oublié, nommé Rabu, s'est réveillé de son sommeil. Nora affirme que Rabu peut tuer n'importe qui, humains, fantômes et dieux inclus, et cette fois sa cible est Yato. Hiyori est terrifiée mais elle croit que Yuki protégera Yato. Nora n'est pas d'accord et lui dit que sa présence a rendu Yato faible, alors elle devrait simplement disparaître de ce monde. De l'autre côté, Yato et Yuki ont combattu les fantômes scorpions toute la nuit et finalement ils ont réussi à rassembler les derniers. Yato les achève tous en un seul mouvement et le dernier fantôme restant l'attaque par derrière mais il est tué aussi. Il libère ensuite Yuki sous sa forme humaine et il court retrouver Hiyori. Alors qu'ils partent, de nombreux petits fantômes scorpions se précipitent vers une boîte portant la même marque d'œil que les masques et Rabu écrase la boîte avec eux car il n'est pas satisfait de la force actuelle de Yato. Bientôt, Yato et Yuki s'approchent de Hiyori juste au moment où elle se sépare de ses amis. Ils lui souhaitent une bonne année et lui demandent de leur offrir à manger, mais elle les regarde, ahurie, et demande à Yato s'il est un sans-abri qui a besoin d'argent. Cependant, elle se souvient très bien de Yuki et lui demande si l'homme en survêtement sale est son ami. Alors que Yato et Yuki retournent au magasin de Kofuku, ils piquent une crise disant que Hiyori n'a oublié que lui, le pauvre dieu. Yuki lui dit de se calmer et suggère que c'est peut-être de l'amnésie et que Hiyori se souviendra de lui avec le temps. Cependant, Yato ne peut accepter cela et se prépare à rendre Hiyori à la normale. Le lendemain, alors que Hiyori vient donner à Yuki certains de ses cahiers, Yato les conduit à l'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois à cause du chat. Hiyori ne se souvient de rien et Yato dessine le chat pour raviver ses souvenirs, mais même après avoir revu le chat, elle ne se souvient toujours de rien concernant Yato. Au lieu de ça, elle est mal à l'aise de le voir si désespéré et quitte sa maison, mais Yato lui tient la main et essaie de faire son héros de drama romantique à l'eau de rose, lui demandant si elle l'a vraiment oublié. Hiyori ne le considère pas comme autre chose qu'un agresseur et le jette dans les buissons avant de s'enfuir. Yato est encore plus frustré maintenant et décide de créer un spectacle d'images souvenirs pour que Hiyori se rappelle tout ce qu'ils ont vécu. Insatisfait du stylo et du papier, il dépense une grande partie de ses économies pour acheter des feuilles de dessin et des couleurs, et maintenant même, Yuki commence à comprendre la gravité de la situation. C'est alors que Nora apparaît devant eux et Yato réalise qu'elle est la coupable derrière cet incident. Nora déclare qu'elle a volé les souvenirs de Hiyori le concernant car elle n'en a pas besoin. Elle tient la boule contenant les souvenirs qu'elle a pris à la fille et nargue Yato, le traitant de pauvre dieu car peu importe le nombre de requêtes qu'il exauce, personne ne se souvient de son nom. Elle lui dit de retrouver son vrai moi, mais Yuki sort Yato de son hypnose. Yato lui demande ce qu'elle veut et Nora affiche un nom que lui a donné un autre dieu. Yato reconnaît le nom juste au moment où Rabu apparaît sur scène et invoque Nora. Yato est sidéré par son apparition car il était présumé mort. Yuki lui demande qui est ce type au masque bizarre, mais il n'y a pas le temps pour ça car Rabu les attaque et Yato transforme Yuki en épée pour le combattre. Rabu repousse Yato un moment, mais ensuite il passe à l'offensive et lui donne l'intention de tuer. Rabu prend un peu de distance, puis poignarde le sol pour faire éclater une conduite d'eau. Il contrôle l'eau et attaque Yato avec, qui esquive et bloque léger avant de s'enfuir. Rabu le suit, mais Yato utilise un fil électrique comme catapulte et se précipite vers lui. Cependant, après l'avoir coupé, il découvre que ce n'était qu'un clone d'eau et le vrai Rabu l'attaque d'en haut. Yato bloque son attaque, mais Rabu lui dit alors que ce n'est pas sa vraie puissance et lui demande de se souvenir de son vrai moi. Ces mots commencent à faire effet sur Yato, mais juste au moment où il est sur le point de perdre le contrôle de lui-même, Yuki le sort de là. Yato parvient à s'éloigner de Rabu, mais il n'arrive pas à le battre et se fait botter les fesses, soyons clairs. Il regarde son épée et réalise qu'elle est en mauvais état, alors il demande à Yuki de reprendre sa forme humaine pour éviter d'autres dommages. Rabu est déçu de lui et rappelle Nora aussi. Ils disparaissent, mais pas avant que Nora ne lance un défi à Yato et lui dise que s'il veut que les souvenirs de Hiyori soient restaurés, il doit vaincre Rabu. Ils s'évanouissent, mais laissent derrière eux une terrible tempête de fantômes qui pousse d'autres dieux à l'action. Yuki retourne chez Kofuku pour se faire soigner et y rencontre Kazuma, venue demander à Kofuku si elle avait quelque chose à voir avec la récente tempête. D'un autre côté, Yato a rendu visite à Tenjin pour savoir comment Rabu avait pu revenir d'entre les morts. Tenjin raconte à ses filles que Rabu était autrefois un assassin humain, mais après que son maître l'ait éliminé, il est devenu un dieu du désastre lorsque beaucoup de ses compagnons soldats ont commencé à le prier. Il exauçait les requêtes de quiconque voulait tuer ses ennemis, et pendant la guerre, il a tué des humains, des fantômes et même des dieux.
Yato se demande comment un dieu mineur qui ne vit que par le meurtre peut survivre jusqu'à ce jour, mais plus que tout, il veut rendre ses souvenirs à Iori. Tenjin lui dit qu'il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont, car en agissant ainsi, il soignera l'étrange condition de Hiyori. Yato décide d'accepter son conseil et rentre chez lui le cœur lourd, et en chemin, il rencontre Yuki qui a entendu l'histoire de Rabu par Kazuma. Il veut rendre ses souvenirs à Iori, mais Yato lui dit d'oublier la fille et Yuki a le cœur brisé. Il est frustré et retourne dans sa chambre où il voit l'album de souvenirs que Yato a créé et pense qu'il y a encore de l'espoir. Il contacte Iori qui est en classe et en voyant une caricature sur son cahier, elle réalise qu'elle connaissait vraiment Yato. Elle reçoit le message de Yuki et va le retrouver au bord de la rivière le soir. Il lui montre le livre d'images et lui raconte l'histoire des dieux errants, Yato et Hiyori. Même après avoir entendu toute l'histoire et vu le pauvre dessin de Yuki les montrant vivre heureux ensemble sur la dernière page, Iori ne peut pas se souvenir de Yato. Elle demande quand même à Yuki de lui donner le livre d'images, car cela pourrait l'aider à se souvenir de lui, mais aucun d'eux ne sait ce qui va se passer ensuite. Pendant le spectacle d'images, Yato a rencontré Nora, qui lui a montré que la boule contenant les souvenirs de Iori s'estompe et qu'elle oubliera bientôt tout. Cela s'avère vrai car juste au moment où Iori prend le livre d'images dans ses mains, elle oublie Yuki et lui demande pourquoi il lui donnait son cahier. Yuki a le cœur brisé et s'enfuit et Yato ressent sa douleur. Il demande à Nora ce qu'elle a fait et elle lui répond qu'elle a volé plus que ses simples souvenirs à Iori. Elle affirme que si Yato ne vint pas Rabu bientôt, Iori perdra tous ses souvenirs et deviendra une coquille vide. Plus tard, Yato trouve Yuki, pleurant seul parce que Iori l'a oublié, et il lui dit qu'ils récupéreront ses souvenirs. Cependant, il doute que Yuki puisse craquer pendant le combat et qu'il puisse redevenir un meurtrier. Yuki lui dit de croire en leur travail d'équipe et essuie ses larmes pour encourager Yato. Ils rendent visite à Iori le lendemain matin, juste au moment où elle s'apprête à partir pour l'école. Elle ne se souvient d'aucun d'eux, mais Yato et Yuki lui promettent Gillanwing qu'ils lui rendront ses souvenirs. Iori se met à pleurer en entendant cela, même si elle n'en connaît pas la raison. Yato lui dit de croire en lui alors qu'il est sur le point de se téléporter, mais Iori s'impatiente et le touche à ce moment-là. Et alors que Yato et Yuki se téléportent, son corps tombe au sol. Ils atteignent le sanctuaire en ruine de Rabu, où Yato et Yuki paniquent en découvrant que Iori est venu avec eux. Elle-même n'arrive pas à croire qu'elle y a été téléportée et panique en réalisant qu'elle a une queue. C'est alors que Rabu arrive pour saluer Yato en personne et l'accueille pour leur combat final. Nora immobilise Iori et la traite de plaie, alors Yato lui dit de rester à l'écart car il serait dangereux pour elle de rester ici. Il transforme Yuki en épée et charge Rabu qui transforme Nora en arme aussi et attend que son ennemi attaque le premier. Rabu bloque l'attaque de Yato puis est repoussé d'un coup de pied. Yato le plaque contre un mur et saute pour lui porter un coup fatal, mais Rabu affirme qu'il est trop faible et le repousse juste avec l'air du mouvement de son épée. Il contrôle l'eau et piège Yato dans une boule d'eau qui ne peut être coupée de l'intérieur. Yato perd son souffle et même Yuki subit des dégâts à cause de la boule d'eau. Mais Hiyori arrive alors et les en sort. Yato lui crie dessus pour être venu dans cette zone dangereuse, mais la remercie ensuite de l'avoir sauvé. Rabu est furieux de le voir flirter avec une fille pendant la bataille, et alors que Yato l'attaque à nouveau, il lui demande de redevenir un dieu de la guerre. Il projette Yato à nouveau et l'attaque alors qu'il glisse en se relevant. Rabu déclare qu'il veut se battre avec un dieu au sang-froid qui se réjouit de tuer, mais Yato lui dit de se taire. Il essaie de frapper Rabu en balançant son épée au hasard, mais échoue, et Rabu remarque soudain Iori et réalise qu'elle pourrait être la clé pour que Yato retrouve son vrai moi. Alors que Yato l'attaque, il saute et se dirige vers Iori, espérant la tuer pour enrager Yato. Juste au moment où il est sur le point de porter le coup fatal, Yato lance son épée pour bloquer son attaque, puis s'enfuit avec Iori. Ils courent aussi loin qu'ils le peuvent et se mettent à l'abri derrière un rocher où Yato rend à Yuki sa forme humaine et lui demande d'emmener Iori en sécurité. Il affirme que Rabu et Nora le veulent et qu'il les distraira pour donner à ses amis une chance de s'échapper. Cependant, il n'y a pas le temps pour ça car Rabu les a déjà rattrapés. Il se tient au-dessus du rocher derrière lequel il se cache et sort la boule contenant les souvenirs de Iori. Il la jette dans le fossé voisin et Yato se précipite pour l'attraper avant qu'elle ne soit perdue. Mais Rabu a d'autres plans et il tranche la boule à distance, la brisant juste au moment où Yato met la main dessus. Il est horrifié puis retourne auprès de Yuki qui essaie de réveiller Hiyori car elle a perdu connaissance. Il panique et demande à Yato ce qu'ils doivent faire et Yato prend Hiyori et l'emmène. Rabu lui dit d'oublier la fille et de se concentrer sur les combats, affirmant que la jeune femme n'est plus qu'une coquille vide maintenant. Yato place simplement Hiyori contre un rocher pour qu'elle se repose et noue son écharpe autour de la légère contusion sur sa main. Il est furieux et Rabu lui demande s'il le déteste maintenant. Rabu affirme que c'est exactement ce qu'il veut et demande à Yato de réveiller la haine qui sommeille en lui. Yato lui dit de se taire et transforme Yuki en épée.
Rabu fixe Yato et ne réalise même pas qu'il a été coupé avant d'être repoussé d'un coup de pied et de s'écraser contre un rocher. Il sourit, pensant que le redoutable dieu de la guerre qu'il connaissait est revenu. Yato lui dit de l'attaquer et promet de le découper si finement que personne ne pourra le reconstituer et Yuki est maintenant terrifié par son maître. Rabu attaque Yato qui dévie nonchalamment toutes ses attaques, puis se déplace rapidement derrière lui. Rabu change de direction et se précipite vers lui, mais cette fois, Yato se précipite aussi vers lui et leur collision crée une puissante onde de choc. Yato réussit à porter un coup net à Rabu qui semble en être satisfait et dit que cela lui rappelle leur jour de gloire où ils combattaient côte à côte. Il déclare que c'est le moment où son rêve se réalise, puis lève son épée, créant une colonne d'eau géante pour repousser Yato. Il commence ensuite à réciter une prière et entame un rituel pour se transformer en réceptacle pour toutes sortes d'esprits maléfiques. Il retire son masque, révélant un trou à la place de son deuxième œil, et ordonne à tous les fantômes de la zone de lui donner leur pouvoir. Le ciel et le pilier d'eau deviennent noirs alors que les fantômes se précipitent dans l'œil de Rabu et lui confèrent une force démoniaque. Yato le traite de fou, mais Rabu s'en moque et déclare qu'il a besoin de ce pouvoir pour le combattre à mort. Il se précipite sur Yato et lui lance de nombreux coups puissants, mais Yato les bloque tous. Ils intensifient leur bataille et Yato envoie des entailles aériennes, mais Rabu parvient à le battre à ce jeu. Dans une bataille effrénée, Rabu envoie une entaille aérienne et brise des rochers juste au-dessus de Hiyori. Dès que Yato le réalise, il se précipite vers elle, mais Rabu envoie un jet d'eau et détruit la zone. Heureusement, Yato a atteint Hiyori et l'a à peine protégé des débris tombants. Cependant, en faisant cela, Yuki s'est retrouvé coincé sous un rocher et maintenant Rabu se dirige vers eux pour mettre fin à la bataille. Pendant ce temps, Hiyori a l'impression de flotter dans une mer sombre et infinie. Elle ne se souvient même plus de son nom alors qu'elle sent l'odeur de Yato. Elle se rappelle qu'elle aime cette douce odeur. Son corps bouge tout seul et elle serre Yato dans ses bras qui est secoué en la voyant ouvrir les yeux. Hiyori réconforte Yato l'appelant par son nom et il est fou de joie qu'elle se souvienne de lui. Il commence à la câliner. Mais comme il ne lui a pas demandé son consentement, elle se met en colère et le met à la porte, ni plus ni moins. Alors qu'elle lui fait la leçon sur l'importance du consentement, Nora ne peut que regarder stupéfaite une humaine ordinaire se libérer de son sort. Rabu utilise sa magie de l'eau et l'attrape par la jambe, la ramenant à lui. Il pointe son épée sur Yato et lui demande pourquoi il ne veut pas retrouver son moi originel et devenir un dieu de la calamité comme lui. Yato lui dit simplement d'arrêter de vivre dans le passé et lui demande de libérer Hiyori, ce qui fait réaliser à Rabu quelle est la raison pour laquelle Yato est devenu si docile. Il l'étrangle et déclare qu'elle sera sacrifiée pour qu'il devienne encore plus puissant. Yato invoque Yuki et lui dit qu'ils vont éliminer Rabu maintenant. Yuki n'est pas confiant et pense qu'ils frapperont aussi Hiyori, mais Yato l'assure qu'ils réussiront. Il dit que puisque Rabu est fusionné avec des fantômes en ce moment, le tuer sera comme créer une version améliorée d'une barrière et ils peuvent le faire ensemble. Yato enchante son épée et Rabu le remarque, alors il lui envoie une attaque d'eau. En réponse, Yato utilise une attaque à longue distance qui frappe Rabu et coupe la corde géante autour de l'arbre qui était son ancien sanctuaire. Rabu subit des dégâts de cette attaque et les fantômes qui étaient fusionnés avec lui sont purifiés. Il se sent faible et Hiyori en profite pour courir vers Yato. Elle le serre dans ses bras et dit qu'il devrait rentrer à la maison maintenant, mais il aperçoit Rabu qui marche vers eux et décide que son travail n'est pas encore terminé. Yato pousse Hiyori sur le côté et dit ensuite à Rabu qu'il a aussi entendu son souhait. Ils se chargent l'un l'autre une dernière fois et Yato porte un coup fatal, coupant le masque de Rabu en deux. Alors qu'il tombe, son visage commence à s'effriter et Yato réalise qu'il s'était maintenu intact en utilisant une malédiction. Rabu lui dit qu'en tant que dieu de la calamité, il sait que son destin est d'être haï, craint et oublié par les gens. Pourtant, il voulait continuer à vivre et à essayer de prolonger sa vie en utilisant des techniques interdites. Cependant, en se réveillant après 500 ans, il a réalisé que ce monde n'était pas fait pour lui et il aspirait à la mort. Il voulait qu'un autre dieu de la calamité le tue, car il le comprendrait bien. Rabu se désintègre, disant à Yato qu'il est le même que lui et partagera le même destin. Yato dit à ses restes que non, il n'est pas comme lui, puis il rentre chez lui avec Yuki et Hiyori qui se souviennent maintenant d'eux. Yuki veut savoir comment elle a retrouvé ses souvenirs et Hiyori rougit en essayant de cacher que c'était à cause de la douce odeur de Yato, bien sûr. Cependant, Iedo décide de lui parler franchement et lui explique sans détour que le mieux pour elle serait de couper les ponts avec eux pour qu'elle puisse enfin mener une vie normale, comme tout le monde. Mais Hiyori n'hésite pas une seule seconde et refuse catégoriquement de rompre ses liens, que ce soit avec Yato ou Yuki. Il retourne chez Kofuku, qui est aux anges, en apprenant qu'Hiyori a enfin retrouvé son état normal. Yato, lui, croit que c'est un simple caprice de sa part de ne pas vouloir rompre leur lien, mais Hiyori lui rétorque qu'elle désire rester à ses côtés pour l'éternité. Tout le monde interprète ça comme une véritable déclaration d'amour, et même Yato ne peut s'empêcher de rougir en l'entendant. Il tend alors la main vers Hiyori, lui promettant d'exaucer son vœu pour qu'ils puissent rester unis, pour la modique somme de 5 centimes. Hiyori, un sourire aux lèvres, lui tend la pièce de 5 centimes, tandis que Iedo lui assure que son vœu a été entendu haut et fort. Il ajoute qu'il espère de tout cœur que leurs destins resteront entrelacés pour l'éternité.